La culture, c'est comme l'amour, il faut y aller à petits coups au début pour bien en jouir enfin. Oui, je sais, ça surprend toujours. Une petite cabine avec un énorme espace à l'intérieur. Une autre dimension. En fait, c'est une autre dimension. Maintenant, j'attends vos questions. Vous avez le droit de l'ouvrir. Méfiez-vous de ce que vous allez baver. Est-ce qu'on peut s'en servir pour donner de l'élan à un pigeon? Pas mal, non? C'est français. Bienvenue à tous dans l'ascenseur, bien sûr, on est dimanche, il est 22h et demain c'est lundi. Ce qui n'est pas forcément terrible dans l'immédiat, mais on est ensemble pendant 60 minutes pour un voyage culturel, vertical déjà, ce sera pas mal. Puis voilà, le reste, on verra. Professeur Dari, vous êtes là? Déjà, oui, je suis toujours là. On va prendre les bagages de nos fidèles voyageurs, voilà, dans cette cabine qui nous transporte par milliers, comme d'habitude. Chaque jour. On va essayer de redorer le blason de tous ces ascenseurs qui nous écoutent. C'est vrai qu'on va faire ça, ouais. Et puis bah voilà quoi. Merci au public d'aujourd'hui, qui est quand même qui est présent, mais venu en nombre. On a multiplié par l'infini le public de d'habitude. C'est ça. Que d'habitude il y en a pas. L'univers va exploser donc. C'est ça. Peut-être qu'on va rentrer en. Ouais. Enfin, je vais arrêter cette phrase. Ouais. C'est pas mal aussi. Ça va être plus simple. Donc gardez bien les mains à l'intérieur de la cabine, à l'extérieur de votre pantalon, bien sûr, juste avant le décollage. Enfin des tours culture vers la mélomanie du jour. Et maintenant, Tamara et ses animaux magiciens vont interpréter pour notre plus grand plaisir une chanson écrite spécialement pour vous. The living room's dark save for light being cast from the big TV screen and the imminent sunrise that's teasing the once starry sky with whispers of morning. You sit there alone in your one-bedroom flat. You stare straight ahead with controller in hand and you marvel at, yes, you did it, you made it, game over. And the world is saved thanks to you. The people prayed for a hero when you answered the call, and you did a good job. You gave it your best, and you're proud of yourself, though a little depressed that the world is saved. You stocked and prepared, you slept at the inn. Your whole inventory was packed going in with equipment and items designed to turn man into legend. You sigh satisfied as a cutscene presents the kind of conclusion you kind of expected. The people are smiling, the sunshine's returned, it's perfect. You can't help thinking on what's coming next. Not work in the morning and your body's upset with your general lack of paying it any attention. Your stomach is empty, your body is tired, and it burns every time you try closing your eyes, and the dullest of pain has made camp north of your cerebellum. But the world is saved if you like. The hero hangs up his sword as he says his goodbyes, but then where does he go? What does he do? The adventure is over, so where's that leave you when the world is saved? The curtain falls, the music plays, the credits roll, then it all fades to black. And you're left by yourself. The fanfare is gone. There's no player two there by your side to share victories won. But as you slowly progress down the hall to your bed, a few great events leak back into your head from the time that you spent traversing the land, battling evil, fighting the darkness, just sword in hand. Your memories creep in with the edge of a smile. You realize again what you lost for a while. You're gonna think back much less on how you saved the day than on all the experience gained.
The world is saved. Dans l'ascenseur de Phoenix. Oui, on a sauvé le monde peut-être, mais pourquoi est-ce qu'on a sauvé le monde? Capitaine Darry, je sais que vous avez une idée. Eh bien, j'ai une idée, c'est juste parce que c'est votre réveil, non ça? Et en plus de ses qualités musicales, il est très affectueux. Les spécialistes parlent de conduite addictive qui concernerait 6 à 800 000 personnes chaque année en France. Un phénomène plutôt préoccupant, raconte le journal. L'an passé, le service addictologie de l'hôpital Marmottan, c'est à Paris, a reçu 300 patients en consultation pour ce genre de problème. Souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un écran à se goinfrer des meuporgs, explique le journal. Les meuporgs étant le nom barbare qui désigne les jeux de rôle en ligne auxquels on prend part avec d'autres compagnons virtuels. Non. Ça s'appelle comme ça, je suis désolé. Mais ça s'écrit comment? Ça s'écrit MMMPORPG. Ah oui. Voilà. Bon, bah, il vaut mieux le voir écrit. Hein. Exactement. De le prononcer. C'est difficile. Comme nous, à l'ascenseur, on passe sensiblement notre vie devant une cabine, devant quelques manettes, devant quelques petits trucs comme ça à droite à gauche qui font que, bah oui, on est au boulot 24 heures sur 24, mais inévitablement, nous avons commencé à dépérir sensiblement, car nous avons une tendance maladive presque à nous protéger des rayons du soleil, peut-être un peu par défaut, car la cabine est elle-même bien protégée sur les côtés. C'est la norme de sécurité la plus élémentaire quand on embarque un professeur Darry et qu'on attend autre chose que de le voir se barrer entièrement nu dans les matins de pleine lune. Aussi donc, nous avons dû faire quelques sacrifices. Face à cette absence de luminance naturelle, nous avons commencé à développer un teint blafard, des yeux vitreux. Nous avons le dos courbé et les ongles crochus. Aussi, notre identité est remise ainsi en question, nous avons voulu en savoir plus sur le sort qu'était le nôtre. Fiers de voir notre condition humaine migrer lentement mais sûrement vers celui du vampire, nous avons cherché plus d'informations. Aussi, quel ne fut pas notre étonnement lorsque vinrent les premiers résultats d'internet, que de constater que nous ne brillions pas assez au soleil pour être vampires, soleil que de toute façon on n'en voit jamais la couleur. Mais non, selon internet, nous serions pas des créatures nocturnes pour qui le sang de vierge est un martini frappé, mais des créatures nocturnes qui ont la vierge tout court comme asymptote de leur pauvre et pathétique existence. Oui, selon Google, et ce de façon extrêmement prétentieuse, nous serions, avec le soupir d'odieux, d'insoutenable geek. Seulement voilà, ce rendu particulièrement crépusculaire, à l'aune de nos attentes, nous parut franchement décevant. D'abord parce qu'on ne sait pas franchement ce qu'est un geek, fondamentalement, et que nos stagiaires déconnent dès qu'on sort de la langue de Molière quand ils veulent aborder des concepts. C'est pourquoi nous avons appelé une brochette d'experts qui vont nous disséquer la chose, mais juste avant de passer à la bibliothèque, essayons d'examiner le principe de plus près. D'après nos quelques experts qui n'ont pas eu les miquettes assez pour réussir à outrepasser la barrière de la cuisse de grenouille, car au cas où ça ne se serait pas vu, geek est un mot anglais, les premiers documents fournis par ceux-ci nous indiquent que le geek est avant tout un passionné. Quand il est dans un truc, il l'est, si j'ose dire, jusqu'au bout, un peu comme vous, professeur Darry, quand vous êtes dans un truc, vous l'êtes jusqu'au bout. Par exemple, on pourrait dire même que... lorsque ça ne veut pas. Même quand ça force un peu. On peut quand même le dire. Par exemple, on pourrait dire, en extrapolant un peu, bien sûr, que Marc Dutroux est un geek des petits-enfants. Éventuellement. Seulement, le geek est également une créature sociale. En extrapolant un peu. Hein. Un peu. Pas. Merci pour la nuance. Seulement, le geek est aussi une créature sociale, car un geek, non, ne chasse pas, il troll. Selon nos résultats, le premier geek... passionné donc, passionné à l'extrême, par un débat, par une dialectique, par un domaine dont il est quasiment expert. Un geek qui lui aussi prend plaisir à troller ses compagnons, donc à rentrer dans des débats stériles, dans lesquels il sortira gagnant ou ne sortira pas. Bien, selon ce portrait, le premier geek de l'univers n'est pas vous, professeur Darry. Ce n'est pas George Lucas non plus. Ce n'est rien de tout ça, le premier geek serait Platon. On va reprendre un peu l'histoire de Platon pour ceux qui n'ont pas suivi. Rappelons que Platon était un philosophe grec qui a gribouillé des bouquins, qui a passé sa vie à écrire. Ce qui est bien, mais ne fait pas avancer l'économie de la société. On voit où est la Grèce maintenant. Alors on écrit pendant 5000 ans, et après, hop, une crise, hop, tout fout le camp. On n'a plus le cran pour pouvoir en sortir. Bref, Platon passait sa vie à gratter des trucs, à tel point qu'il ne faisait que mettre en scène des dialogues dans lesquels des types venaient, qu'il faisait passer pour de dieux crétins, ou presque, et il les ridiculisait dans des débats qu'il s'amusait à imaginer autour de l'amour, de la vie, de la haine, de l'univers et du reste. Peut-être que c'est ça, être geek, peut-être que c'est chercher la vérité là où elle ne se trouve pas au premier abord, et puis creuser dans son sens, toujours. Rappelons également que Platon ne se lavait jamais, histoire de bien renforcer le cliché qui va bien. Alors pour causer des geeks, nous avons notre belle brochette d'experts du jour, qui sont
professeur Dari, je vous laisse les présenter. Vous les connaissez bien, c'est vous qui les avez ramenés. Tout à fait, je les ai il m'attendait à un arrêt de tram. Au bord de la route. J'étais complètement perdu. Donc, bien Christophe, Clément, vous êtes les deux co-auteurs et animateurs de Arrête où mon geek va tirer. C'est ça. À peu près, ouais. À peu près, on essaye. Donc on peut retrouver un petit peu partout sur internet, sur YouTube, sur Facebook. C'est ça, exactement. Et donc vous êtes nos experts. On va y aller. Vous êtes nos experts sur les geeks. Voilà. Expert, je sais pas, c'est un grand mot, mais. On est venu en fait. Voilà, on est venu. Monsieur nous a dit de venir, on est venu. Voilà. On en causera pendant toute l'heure. Vous êtes avec nous jusqu'à 11h. Merci à vous d'être venus. On va peut-être juste faire un petit crochet vers la bibliothèque où Madame Guilleux va nous en apprendre encore un peu plus. Sur la condition. Car on a installé de nouveaux ordinateurs et Madame Guilleux elle a internet maintenant. A découvert. Elle a découvert l'anglais aussi. Nicole Guilleux, la bibliothèque, et juste après, on viendra reparler avec vous. Dites-moi d'abord où vous en êtes dans l'interprétation de ce langage de martien. Je crois avoir pu identifier quelques sons très significatifs. À mon avis, ils proviennent d'une langue très ancienne dont les mots représentent l'expression pure et simple du subconscient. Nous arrivons donc dans la bibliothèque de toutes les passions de Madame Guilleux. Alors qu'est-ce que un geek ? Écoutez, je ne vous remercie pas. Je ne vous remercie pas parce que la chronique d'aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Ou presque sur les geeks dans mes dictionnaires. Seule ressource, plongée dans la recherche internet, où il faut croiser, recroiser l'information sans pour autant être sûr de la validité de ce qu'on a recueilli. Bon, alors plongeons. Si j'en crois les experts ou proclamés tels, le mot anglo-américain « geek » désigne un individu mâle ou femelle qui se passionne pour un sujet au point d'en paraître bizarre. Il y a chez le geek ou chez la geekette, car cet emprunt commence à s'acclimater en français, donc a été doté d'un suffixe de féminin. Il y a donc chez le geek une dimension péjorative liée à un investissement intellectuel beaucoup trop poussé. En tout cas, c'est ce que juge la norme. En anglo-américain, geek a semble-t-il une acception large, qui en fait l'équivalent du français polar, féminin polarde. Tant l'intérêt exclusif, la polarisation pour la chose intellectuelle est mal perçue. Mais comme la langue française a emprunté geek dans le contexte de l'informatique, il en résulte en français une restriction de sens dans les emplois qui en sont faits dans notre langue. En fait, le mot y apparaît comme un synonyme partiel de passionné, de fou, de mordu, de toqué d'informatique et de tous les médias numériques. Alors j'ai aussi trouvé un mot qui, là, fleure bon le français savant. J'ai trouvé le néologisme technophile, que ne désavouerait pas l'Académie française. Et d'ailleurs, très curieusement, quand j'ai tapé mon texte, technophile n'a pas été souligné de rouge par le correcteur. Donc ça veut dire que le mot doit être enregistré dans un bon dictionnaire. C'est vrai qu'il y a un peu de folie chez le geek. Il a quelque chose de démesuré, d'anormal, tout à fait conforme d'ailleurs à l'étymologie que l'on prête au mot. En effet, plusieurs langues germaniques, allemand, néerlandais, alsacien, entre autres, fournissent dès l'époque médiévale des formes geek ou geck, désignant le benêt ou le fou, notamment dans le contexte du carnaval. La phrase néerlandaise moderne, alors je ne garantis pas la prononciation, Ik ben gek, veut dire je suis fou ou je suis ridicule. Et l'adjectif gek peut aussi se compléter avec le nom d'une passion. Ich bin gek op Kaffee. Je suis fou de café, c'est-à-dire j'adore le café. Ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs. Mais on doit aussi se souvenir que les cirques européens et américains ont présenté des geeks ou des geeks, voisinant avec les monstres vrais ou faux handicapés. On voit donc que les notions de mépris et d'exclusion s'attachent dès l'origine au mot anglo-américain. Le geek se consacre à sa passion à 300%. Là, je cite une source informatique sur Internet qui présente la catégorie de manière visiblement très favorable. Ce pauvre geek, donc, qui se livre à 300% à sa passion, n'est pas aussi inadapté socialement que le nerd, que certains assimilent au polar, dont je vous parlais déjà à propos du geek. De ce point de vue, le nerd ne se mêle que très peu au reste de la population, préférant se réunir avec ceux de son espèce, moyen de ne pas sortir de son cercle ni de ses centres d'intérêt. Cela n'empêche pas qu'un nerd puisse être vraiment bien inséré dans son métier et puisse tirer parti de sa passion. Le meilleur exemple en est Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook. Dans ma galerie de portraits, il y a enfin, au bas de l'échelle, je crois, le no life, en anglais dans le texte. Celui qui, proprement, n'a pas, no,
de vie, life. Le néologisme anglais est intéressant, car il s'inscrit parfaitement dans la langue où il a été conçu. C'est un composé du même type que blue-eyed, aux yeux bleus, même s'il ne présente pas le suffixe ED bien connu. La langue française aurait parfaitement pu transposer no life, puisqu'elle dispose de formations parallèles du type sans-abri, sans domicile fixe, dit-on généralement. Pourtant, on ne dit pas sans vie, ni sans existence. C'est que la traduction aurait fait perdre au mot une de ses dimensions, son lien implicite avec le monde de l'informatique, ce que véhicule le recours à la langue anglaise. Et l'on saisit ici l'une des difficultés de la création des mots nouveaux. Traduire, même quand la chose est possible, formellement, n'est pas nécessairement une bonne solution, car traduire fait perdre de l'information. L'autre difficulté de ma chronique sur laquelle j'aimerais revenir, c'est que, dans cette enquête sur les geeks, nous sommes en terrain mouvant. Vous avez vu que selon les informateurs, le sens exact des mots diffère, faute d'être stabilisé par un long usage. D'autre part, l'emprunt à l'anglo-américain fait que l'on sort les mots de leur contexte. Cela amène les locuteurs de la langue emprunteuse à restreindre le sens de geek et de nerd, qui ont une extension plus large dans leur langue d'origine qu'en français. Il faut donc attendre quelques années pour voir si ces mots auront fait souche en français ou non, et si leur sens se sera stabilisé. Mais peut-être les geeks et les nerds auront-ils été détrônés par d'autres figures, du fou ou de l'inadapté, qu'une nouvelle obsession et qu'une nouvelle technique mettra à part. Peut-être aussi aura-t-on trouvé une appellation française pour ces gens décalés, pour ces accros à l'informatique, qui ne cherchent d'ailleurs pas à décrocher de leur addiction. En tout cas, je ne donne pas trop cher des mots japonais otaku et ikikomori, qui en sont à peu près l'équivalent. Merci, comme quoi on voyage dans toutes les langues du monde. Merci beaucoup, on vous retrouve la semaine prochaine pour un autre mot français cette fois peut-être. Oui, à la semaine prochaine. D'où venez-vous? Et qui êtes-vous? Nous arrivons donc à l'étage du parloir où on met en brochette les invités du jour. Capitaine Darry, c'est à vous. Oui, c'est toi qui commence. D'accord, c'est moi qui vais mettre en brochette nos deux compagnons. Moi, je suis pas trop d'accord sur ce principe de brochette. C'est vrai, ça m'inquiète. Non, on fera ça gentiment. C'est prévu, on va faire ça très gentiment. Trop de quoi? Non, de quoi? Trop de? De pénétration. Oui, bah et alors? Ah, on va y aller. Voilà, c'est fini. Voilà, c'est le Dr Arquat qui commence à partir en live. Il est un petit peu trop loin de mon bras, ça manque. Il se détend. Ça manque un peu. Donc, alors, on est là pour parler des geeks, notamment. Alors, on rappelle le concept. Vous potassez une émission qui s'appelle Arrête où mon geek va tirer. C'est ça, oui. Ce qui serait une petite trait d'humour. Oui, un hommage à un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Avec Sylvester Stallone. On vous laisse chercher sur internet. C'est un rapport avec une maman, hein. C'est ça. De loin. C'est ça. Ça devient facile là après. Bah oui, c'est facile. C'est ridicule. Enfin. Mais non, c'est la difficulté est toujours bien présente. Enfin, il y a pas de problème pour ça. Donc, vous potassez cette émission là, et ce qui veut dire que vous êtes plongé quasiment en permanence dans la culture geek. Alors, c'est quoi la culture? Est-ce que ça existe déjà? Parce que c'est quasiment une mode en ce moment-là. On parle de geek à toutes les sauces maintenant. Il suffit d'avoir un iPhone pour être un geek maintenant. Hein, est-ce que le geek c'est une mode comme peut l'être la mini-jupe ou est-ce que c'est vraiment un mouvement culturel? Je sais pas, moi je suis très bien de poser la question parce que je suis venu en mini-jupe aujourd'hui et moi je suis pas trop mini-jupe mais je sais pas, en fait oui, c'est dommage. On peut pas dire qu'on baigne dans la il se passe quelque chose entre nous, je le sens. Je sais pas si on peut vraiment parler, on baigne pas dans la culture geek puisqu'en fait c'est notre culture à nous. Donc c'est difficile, tu baignes pas dans ta propre culture, enfin c'est pas comme si on s'imprégnait de quelque chose, mais oui, c'est dans mon évier, c'est plus ou moins ce qui se passe, hein, mais je baigne dans ma propre culture, dans mon évier. Oui. La culture d'évier. Tout à fait. Oui. Non, mais oui, voilà. En fait, nous, on parle de ce qui nous plaît. C'était très drôle. Je suis désolé, je me porte entièrement à faux. Non, c'est pas grave. Je la note. En fait, on parle de ce qui nous plaît et voilà. Après, on sait que c'est assimilé à être un geek parce que quand on lit des comics ou qu'on regarde des films, etc., on va dire qu'on est un geek, mais c'est notre. Enfin, moi, j'ai toujours eu ces goûts-là, quoi. Donc, effectivement, en ce moment, la mode, c'est un petit peu de devenir geek. C'est je fais duckface avec mes grosses lunettes et mon iPhone et hop, je suis un geek. Mais
Ça, enfin, je pense qu'on devient pas geek du jour au lendemain, quoi. Je pense que voilà, c'est pas une volonté de l'être, quoi. Non, voilà, je pense pas. Mais il y a aussi tout le côté, il y a aussi tout le vintage qui remonte, c'est-à-dire Pokémon rouge et bleu c'était tellement mieux avant, et j'ai fini les premiers Mario quand j'étais petit et pas toi, alors que là, statistiquement il y a plus de gamins à se faire tabasser au collège pour avoir joué à Pokémon plutôt que de gamins à y jouer. C'était peut-être bien fait pour eux. Oui, mais ils l'ont mérité. Ouais, alors ça c'est pareil, on parlait du rétro gaming. Le rétro gaming, forcément, c'est un truc qui existe maintenant parce qu'il y a 30 ans, le rétro gaming c'était les jeux du moment, donc ça pouvait pas exister. Donc c'est pareil, quoi. Après, c'est peut-être un petit peu, parce que les jeux actuels dans 20-30 ans, ça sera du rétro gaming. Voilà. Donc c'est peut-être la nostalgie des gens, qui ont joué à ça, mais je sais pas. Voilà. Ouais, je sais pas où je veux aller, c'est ça. Non, moi non. J'avais envie de le dire, ça, voilà. Tu as raison, exprime-toi. Merci. On fait quand même partie d'une génération qui il y a 10 ans, être geek, c'était, on se faisait taper dessus à la récré, comme tu l'as dit. Donc, on a un peu subi, nous, notre calvaire, notre chemin de croix, c'est avant d'être... J'en profite pour le dire aujourd'hui, ici. Non, en fait, je pense que, par exemple, moi, je lis beaucoup de comics, et je pense que, c'est un truc que tu mets pas forcément en avant. Maintenant, tu le mets peut-être plus facilement en avant, parce que les gens, en plus, à travers le cinéma... Voilà, toutes les adaptations et oui, des choses comme ça, mais je pense qu'il y a une dizaine d'années, moi j'ai toujours lu plein de comics et je lis toujours plein de comics, et enfin quand t'as 15-16 ans, si tu dis je lis Batman, pour les gens Batman c'est un truc de gamin, ou enfin c'est limite t'es attardé, quoi. Enfin c'est pas de la grande culture. Est-ce que tu t'es déjà posé la question d'ailleurs, Christophe? Je suis un petit peu attardé, mais je veux dire c'est pas forcément une généralité, quoi. Donc ouais, peut-être que de nos jours ça se met plus facilement en avant parce que la culture populaire a intégré ça, quoi, alors qu'avant c'était peut-être pas le cas. Ouais. Bah oui, donc justement, est-ce que le geek est passé, la culture derrière le mot geek est passé de quelque chose d'entièrement souterrain, d'un peu obscur, rejeté, quelque chose en marge un peu de la société, à quelque chose qui est finalement de l'ordre de la pop culture, parce qu'on parle de certains peuvent aujourd'hui se targuer d'être geek parce qu'ils ont fait 3 niveaux sur Mario Bros. Est-ce que ça c'est pas devenu plutôt de la pop culture? Moi je l'ai fini, moi, plusieurs fois. C'est bien, t'es un super geek. Je suis témoin, il ment. Non mais je pense que oui, c'est passé peut-être pas d'une insulte, mais d'un terme, à la limite d'un terme plutôt inconnu, parce que là aujourd'hui on fait une émission sur les geeks, mais il y a 10 ans tu disais à quelqu'un geek, personne savait ce que c'était. Même aujourd'hui, c'est très dur de le définir. Oui, encore, mais voilà, c'est peut-être un peu plus hype, quoi. Tu vois ça, voilà, ce qu'on disait, il y a un site de rencontre spécial geek. Ça fait bien de dire que t'es geek, quoi. Alors qu'avant, c'est plutôt les gens qui disaient toi t'es geek, mais toi tu t'en vantais pas trop, quoi. En fait, on sait pas ce que ça veut dire, mais ça fait bien de l'être. Ça fait bien, voilà. Nous, on a mis ça dans le titre parce qu'en fait, ça fait bien, mais en fait, on sait pas ce que c'est. On parle de fleurs dans l'émission. On connaît absolument rien. Nous, notre passion, c'est le crochet et la pêche. Voilà, la pêche à la mouche. D'accord. C'est tout. Ça marche bien. Ça marche pas trop mal. Pas en même temps, par contre, c'est des coups blessés. Mais sinon, c'est pas trop mal. Après, au sein de cet univers geek, on va dire, il y a tous les domaines sont pas aussi bien vus. Si on prend les mangas, les comics, ça commence à s'ouvrir un petit peu au grand public, mais si on prend les jeux de rôle, c'est toujours super mal vu, et tous les rôlistes, si tu prends le jeu de rôle papier format de table, ça c'est toujours mal vu. Maintenant World of Warcraft c'est un jeu de rôle, et ça rassemble tous les kékés du monde sur un seul serveur. Il y a beaucoup de gens qui jouent à ce jeu et on va se faire frapper. C'est vrai. Après. Quelle horreur. Excusez-moi, je voulais pas dire ça. Mais voilà, tu trouves justement dans World of Warcraft, tu retrouves aussi bien des gens qui sont des vrais rôlistes sur table et qui sont passionnés par ça, et à côté tu vas aussi retrouver des gens qui veulent juste jouer aux jeux vidéo et qui sont pas spécialement ils jouent à World of Warcraft, mais après ils ont pas une culture fantasy ou des choses comme ça extrêmement développées derrière. Ça les passionne pas forcément. Est-ce que ça veut dire qui les intéresse, quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il y a un bon geek et un mauvais geek? Je sais pas, ça c'est. Est-ce qu'il y a un bon chasseur et un mauvais chasseur? Est-ce qu'il y a un mal en chacun de nous, peut-être? Je ne sais pas. On a tous. Je pense que tout le monde a des bons côtés geeks et des mauvais côtés geeks après, mais c'est dur à définir parce que c'est vachement large. Je veux dire, comme on dit, les jeux de rôle et tout. Je veux dire, le truc papier, le jeu de rôle, c'est pour le geek justement. C'est pas ouvert grand public. Ouais. Donc après, ça va être à 5 ou 6 personnes autour d'une table, et voilà. Après, forcément, dans les jeux de rôle en ligne, tu vas t'ouvrir quand même à jouer avec des centaines, des milliers de personnes. Donc c'est déjà une autre étape vers ta vie, vers ton ouverture, même si c'est pas avec des vrais gens. Si en fait c'est plutôt une fermeture. Hein. Oui, c'est ça, c'est paradoxal. Peut-être la différence, moi, que je vois entre le jeu de rôle papier et en ligne, c'est en ligne, t'as une grosse compétition, alors que sur papier, après, il n'y a pas autant de joueurs. Tu peux pas jouer à 1 million sur la même table. C'est peut-être même pas comparable d'ailleurs comme pratique. Il y a ce côté juste on profite d'un univers qu'on se crée entre nous autour d'une table. C'est sûr que ça fait plus appel à l'imagination que World of Warcraft. C'est sûrement moins, ou n'importe quel MMORPG ou n'importe quel MEPORG fait moins appel à l'imagination, je pense, quoi, parce que c'est un univers qui est quand même
voilà, Bah, tu fais qui que est bien jouer défini, ton et personnage, puis, quoi, voilà. Mais ce qui est marrant, c'est que finalement, il y a des valeurs geeks qui sont des références, en tout cas geeks, qui sont socialement devenues acceptables. Batman depuis 2005, c'est devenu une référence acceptable depuis le film de Nolan, le premier film de Nolan. Par contre, World of Warcraft, c'est limite. Et puis après, si on commence à dire qu'on fait du jeu de rôle grandeur nature, là, ça commence à craindre un peu. Il y a une hiérarchisation des valeurs geeks qui fait que c'est pas encore un domaine qui est entièrement accepté. C'est quelque chose qui est socialement rentré dans les mœurs parce que quoi déjà. Et puis voilà. Est-ce que vous l'observez? Je pense que la limite c'est juste une question d'argent en fait. C'est-à-dire quand on a le budget de Blizzard, il suffit de mettre son jeu en avant et ça devient à la mode et on peut admettre qu'on y joue. Si c'est un truc que tu fais chez toi avec tes potes, c'est tout de suite beaucoup moins. Ça va pas être mis en avant par les médias, alors que là, voilà, World of Warcraft, vu le budget qu'ils ont, ils ramènent du monde, et forcément, quand il y a des millions de joueurs qui jouent à ça, bah, à la télé, ils vont en parler, alors en bien ou en mal, mais même si la télé en parle en mal, derrière, t'as forcément un phénomène qui fait que c'est mis en avant, quoi. Donc, et en même temps, après, il y a tout le côté hipster du truc qui fait que, bah, parfois, les geeks se revendiquer geeks, c'est aussi peut-être une façon de s'extraire de la masse. Bah clairement, je pense aussi, c'est pareil, Ouais, c'est toujours pareil, c'est-à-dire ceux qui sont geeks aiment pas qu'on leur pique leur truc. Quand il y a des gros fans de Spider-Man, vraiment ils voient l'adaptation au ciné, ils sont pas contents parce que à la casse près c'est pas ça ni rien. Quand t'es geek, en fait, les gens aiment pas qu'on leur pique leur truc, ils aiment pas que ça devienne grand public, quoi. C'est vraiment très privé en fait. L'exemple c'est le Seigneur des Anneaux, par exemple. Voilà. Tu vas voir le Seigneur des Anneaux, t'as celui qui va avoir vu les trois films en version longue va te dire qu'il est geek. Maintenant, si tu prends un vrai fan du bouquin, il te dira que le film, il y a respect. Voilà. Il aura pas été le voir au cinéma le film. Voilà, il y a plein de trucs qui sont pas respectés, etc. Et en fait, voilà, après chacun a sa vision des choses. C'est tous le mainstream de quelqu'un. Moi, j'avais l'exemple pour Doctor Who, par exemple, où il y a ceux qui disent qu'il faut avoir tout vu, d'autres qui disent qu'il faut avoir vu les anciennes séries, sinon on n'est pas geek, et d'autres qui disent qu'il fallait être né en 1963 pour être un vrai fan de Doctor Who. Il y en a même qui disent que ça sert à rien de regarder Doctor Who parce que c'est de la merde aussi. Ah mais alors on laisse la paternité de leurs propos à ceux qui n'ont aucun goût. Donc du coup effectivement il y a quand même vraiment une hiérarchisation du juste avant de reprendre la conversation qui partait bien, hein, jusqu'ici on se passe un petit disque 3 minutes 47. Et parce qu'on fonctionne encore en disque. Ouais, des lasers disques. Un bon vieux vinyle. C'est un peu comme ça qu'on tourne. Donc du coup on revient juste après The Guild. Our man so stoic, a hack and slash, who the heck's more heroic? Check me out, cloth armor fits me like a glove. Just 2 at a time, I'm ready for love. Hang with me in my MMO. So many places we can go. I'm better than a real world quest. You'll touch my +5 to dexterity vest. What role do you wanna play? I'm just a click away, night or day. And if you think I'm not the one, log off, and we'll be done. Do you want
Do You Want Date My Avatar, un rencard avec mon personnage modelé en 32 bits. C'est ce que Felicia Day chante au sein de la série The Guild. Alors Felicia Day, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une pote de crime, c'est une très mauvaise traduction, c'est une camarade de combat de Nathan Fillion, le mec qui jouait dans Firefly. Ils ont fait une série ensemble qui s'appelle Dr. Horrible Sing-Along Blog, en 3 épisodes, avec le type qui joue par Neil Patrick Harris. Comédie musicale en 3 actes que je vous conseille d'aller voir. On va reprendre des trucs intéressants. Donc Christophe, tout à l'heure tu nous disais que tu étais très très fan de comics. Non. Est-ce que les adaptations de Spider-Man, t'es content que ce soit Sam Raimi qui les ait faites? Alors moi j'aime bien Sam Raimi, rien que pour les Evil Dead, mais après je trouve que la patte Sam Raimi dans les Spider-Man ça se retrouve pas trop. Enfin, à part Bruce Campbell. Ouais, et puis voilà, c'est bon, ça c'est du caméo quoi. Le premier est bien, le premier est bien. Après oui, ça... non, mais j'aime bien le premier. Le 2 ça passe et le 3 ouais mais c'est plus Sam Raimi le 3. Le 3 il faudrait lui faire un procès. Si c'est Sam Raimi le 3. Sam Raimi le 3. Ah bah il a vieilli entre deux. On en vient au même problème de l'argent en fait. Il y a des tas de gens qui ont beaucoup de talent qui font des trucs super bien avec 0€ et dès qu'on leur donne des sous ils font des trucs nuls quoi. Donc c'est pour ça que nous on fait des vidéos mais surtout pas avoir d'argent. Voilà. Parce que sauf si on nous propose vraiment des milliards. Mais s'il y en a un qui veut nous faire un gros chèque ce soir là, on le prend. On n'est pas. Moi j'ai pas mon chéquier, je suis désolé. Ah, c'est bête. Bah on va s'en aller. On va y aller. Allez. Non mais ouais sur toutes ces adaptations là, est-ce que ouais ça vous est arrivé de voir des films ou autre, des adaptations flouées en vous disant les adaptations de comics t'en as des très très bonnes. Enfin moi par exemple celle de Watchmen ou V pour Vendetta je trouve que c'est des bonnes adaptations. Maintenant t'en as qui sont clairement, c'est pas des mauvaises adaptations mais c'est clairement orienté grand public. Spider-Man c'est orienté grand public, voilà. T'en as des très très mauvaises parce que moi hier soir j'étais voir Ghost Rider 2 et là pour le coup c'est vraiment une très très mauvaise adaptation parce que c'est le premier était pas bon déjà. Oui mais surprise. Voir le 2 aussi, vous savez, à quoi s'attendre. Je me suis dit, le premier était pas bon, autant aller voir le 2 si ça a évolué ou pas. Et non, il y a des bons effets spéciaux, ça passe encore, mais sinon c'est vrai que c'est. Ouais, je crois que voilà. Après, ça dépend. C'est pareil, les adaptations s'adressent pas forcément au public du comics parce que le cinéma et le comics, tous les gens qui vont au cinéma lisent pas des comics et tous les gens qui lisent des comics vont pas forcément voir les adaptations quoi. Peut-être un peu plus dans ce sens-là, mais au moins pour voir. Ouais, c'est peut-être encore pire même sur les romans parce que si on regarde le nombre de personnes qui ont lu Seigneur des Anneaux et qui arrivent pas à lire les bouquins, c'est ça. Mais de la même façon, tu lis un livre, tu vas te faire tes propres images. C'est comme le jeu de rôle papier. Tu vas te faire tes propres images, mais forcément, peut-être que ta vision des choses, c'est pas la même que le mec qui a fait le film. Mais toi, t'avais pas le budget pour faire le film, donc t'es obligé de subir sa vision des choses. C'est un peu ça. Aussi, outre le côté, le gars veut se faire des thunes avec une licence qui marche bien, c'est aussi sa propre vision. Quand le gars il réalise le film, il a envie. Enfin, c'est comme ça que le gars voit le personnage. Quand Sam Raimi fait Spider-Man et le bouffon vert, qui avait juste rien à voir avec la BD, peut-être que lui, il l'imagine comme ça aussi, c'est ça. Ouais, tu vois, très profond ce que je dis. Ouais. Sachant que le débat reste ouvert aussi avec les ennemis de Batman, où il y a eu une grande relecture de Batman par Christopher Nolan, qui était peut-être plus proche de certains comics, mais qui était quand même particulièrement. Il y a une touche perso de Nolan dedans qui est quand même assez incontestable. Est-ce que tous les films geeks entre guillemets doivent être forcément des adaptations de comics? Bah surtout pas non, parce que sinon ce serait que des mauvais un peu quand même. C'est que des mauvais films. Non mais je pense qu'il y a plein de films qui sont je sais pas, après ça dépend où tu arrêtes la barrière du geek, mais tu prends les films comme The Big Lebowski par exemple, ça c'est geek, c'est pas une adaptation, mais je pense que si ceux qui l'ont jamais vu, faut le regarder parce que c'est un univers assez particulier et je pense que ça peut rentrer dans le mouvement geek au niveau de la culture. Est-ce que Snatch peut y rentrer aussi ouais, tous les films voilà. Mais du coup, est-ce que ça c'est pas partie plutôt encore une fois d'une sorte de culture populaire, parce que si on cherche des équivalents en France de films cultes comme ça, un peu souterrains, Papy fait de la résistance, mon curé chez les nudistes, voilà. Tout à fait, ouais. Ou je sais pas, je pensais plus sérieusement à La Classe américaine, par exemple, qui est un film qui tourne beaucoup. Oui, mais je pense que ça rentre clairement dans cette culture un petit peu. Alors c'est pareil, c'est de la culture souterraine. C'est très hype, quoi. Voilà, parce que tout le monde doit avoir vu ça et tout, mais ouais, je pense que ça rentre dedans. Après, mais même les nanas rentrent là-dedans. Enfin, je dis mon curé chez les nudistes, mais tous les mauvais films du genre, Turkish Star Wars, Turkish Superman, je pense que après c'est sûr que c'est pas du grand cinéma. Ça dépend le degré de geekitude de la personne aussi. Ouais, voilà. Après, tout le monde le prend pas sur le même plan. Les nanars, il y a des gens, ils vont regarder ça, ils vont dire, mais voilà, c'est juste nul à chier, et ils vont pas chercher plus loin. Après, faut regarder ça quand même avec un second degré très développé. Est-ce que c'est comme ça justement qu'on différencie les vrais geeks des faux? Peut-être. Au nanar test. Peut-être. Au nanar test. On devrait faire ça, le nanar test. Est-ce que les serpents dans l'avion, par exemple, ça a été tourné au second degré ou pas? Voilà, non mais il y a des films comme ça. Batman et Robin. On se pose la question. On peut se demander, mais de toute façon, on a été à la nuit Evil Dead il y a pas longtemps, et voilà, tu regardes le premier Evil Dead. Tout le monde rigole. Voilà, en fait, dans la salle, tout le monde sait plus ou moins à quoi s'attendre, parce que c'est beaucoup de fans qui sont venus, et les gens rigolent, alors que le premier, c'est censé être un film d'horreur. Donc bien sûr, en le regardant, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont de base au second degré.
Mais c'est pareil, il y a aussi des gens. Moi, j'avais une fille à côté de moi, elle arrêtait pas de sursauter, quoi. Donc ah non, c'était moi. oui aussi, toi aussi, t'arrêtais pas de sursauter. Non mais voilà, quelqu'un qui prend ça au premier degré va voir ça comme un film d'horreur. Après, si tu prends avec un degré un petit peu de recul, il y a des passages qui sont clairement complètement déconnectés du film d'horreur classique, quoi. Et tu vois aussi, par exemple, c'est un film qui a vieilli. On parle que tous les deux, en vrai. Non, je veux dire, le truc, c'est que le geek a conscience de son environnement. Je veux dire, Evil Dead, peut-être qu'à l'époque ça pouvait faire peur. Maintenant, c'est beau ce que tu dis. Non mais le gars qui était fan du truc, c'est normal que ça te fasse rire parce que ça a super mal vieilli et tout ça. Et je pense que le geek, t'as beau être fan, ça te fait forcément marrer, même si à l'époque ça te le faisait pas, quoi. Ouais, mais je pense qu'il y a ça rentre en compte la façon dont on prend les choses, quoi. Ouais. Le degré avec lequel on prend les choses, c'est sûr que ça rentre en compte. Bah, sur Evil Dead, il y a tout le contexte aussi. Il y a eu des prouesses techniques de réaliser sur le film. Et à l'époque, niveau film d'horreur, je crois qu'il a effrayé plus d'une personne aux États-Unis quand il est sorti. La jeune fille devait avoir 20 ans de retard à côté de moi, alors c'est pour ça qu'elle arrêtait pas de sursauter. Ça doit être ça. La pauvre. On va passer peut-être à la recette. Donc moi je suis. Une dernière question, on peut-être peut continuer en descendant. En descendant, c'est pas. Vous avez changé. D'accord. Ouais, j'ai déplacé la cuisine. C'est bien. Au moins peut-être que vous pourrez l'aérer cette fois. Je suis malade en ascenseur, moi. On passe. Moi je vomis. Ah cool. Je vais me pousser. Très bien. Alors c'est bien ça. On a des caméras et on vend les images très chères après. On passe à la cuisine. Je crois qu'il serait bon que vous sachiez que je suis très déprimé. Eh bien, pour vous occuper l'esprit, nous avons une petite tâche pour vous. Ça ne servira à rien. J'ai une ouverture d'esprit exceptionnelle. Oui, on le sait, mais on veut que vous descendiez au sas de réception numéro 2 et ramasser nos 2 étrangers pour les ramener ici. Ce sera tout. Ça ne me plaira pas. Ouais, eh bien, c'est la vie. La vie, ne m'en parlez pas de la vie. J'adore ces virgules joyeuses avant d'entrer dans la cuisine. On a toujours l'impression qu'on va mourir après avoir mangé ce que je vous prépare. Parce que c'est pas vrai, peut-être. Agréable. Là. C'est pas vrai, peut-être. Ça dépend. Quand je vous ai appris à faire un oreiller chauffant au nucléaire, oui, là par contre, si vous le mangez, vous risquez de mourir. Enfin bon, bref, c'est pas du tout le sujet d'aujourd'hui. Moi, je vais vous apprendre à faire l'œuvre geek par excellence, un petit peu. Voilà. Donc là, il y a du niveau. Hein. Donc à partir de petits éléments tout simples. Notamment un mec qui a rien demandé à personne. Ouais. Donc ça peut être. je vais vous donner quelques exemples, s'il vous plaît. Allez-y, Luke Skywalker, par exemple, il a rien demandé à personne. Ah bah si, il a un peu demandé à se barrer de chez lui. Oui, non, mais ça. Il arrête pas de le brailler pendant le premier quart d'heure quand même. Son indépendance. Arthur Pendragon, il est juste né. Voilà, on peut pas demander moins. Je ne sais pas qui d'autre. Le héros dans Eragon. Donc très mauvais exemple parce que c'est pas. Non, moi je sais pas, je lis des vrais livres, mais le gars n'a rien demandé à personne. Bon, il se retrouve super chevalier en 2-2, mais ça on s'en fout. Il faut un passé trouble en général. Hein. Bon, Luke il connaît pas ses parents. Arthur, bon, son père est mort, mais sans son branle. Batman, ses parents sont morts. Le passé c'est très important pour le personnage. Il faut forger le mec. Voilà, je vous en foutez. Ouais, complètement. Il faut une particularité pour cette personne. Donc un pouvoir, un objet fétiche. Faut que c'est de la classe quand même, parce que j'imagine qu'une hernie génitale ça passe pas. Bah est-ce que c'est vraiment un pouvoir? Bah non, mais c'est une particularité. Après, si on prend Jack l'Éventreur, il a pas de. Après, est-ce que Jack l'Éventreur était geek? Bon, il faisait quand même des collections de vagins, c'était ouvertement. C'était un geek assez extrême. Ah bah complètement. Parce que voilà, des parties de corps humain comme ça qui. Hop, voilà, on va s'arrêter. Il faut pour votre œuvre, il faut que votre héros ait un ennemi qui ait beaucoup d'argent. Pourquoi beaucoup d'argent? Parce que si on regarde deux exemples au hasard, Star Wars, l'Empire qui est l'ennemi de Luke Skywalker, ils ont les moyens de construire l'étoile noire. Ils ont même le moyen d'en faire une deuxième. Bon, elle est pas complètement finie, donc on pense que là il y a eu le chantier avance bien. C'est juste que c'est des feignasses de Stormtroopers qui n'arrivent pas à finir le boulot à temps. Dans le futur, grosse crise économique à prévoir après la construction de la deuxième étoile noire. Faut dire ce qui est. Complètement. Si on regarde le Seigneur des Anneaux, Sauron aussi, il a une armée incroyable, alors que physiquement il est même pas présent, le mec. C'est vrai. Non mais c'est juste qu'il leur fait les miquettes et tout. C'est une petite pression. On voit juste son œil qui regarde et puis on se met quand même à son sens.
C'est même pas quand est-ce que les salaires sont versés, il y a pas de compte en mais banque. ça justement c'est petit budget justement, c'est on fout un gros œil Ouais. en flamme et bah là ça Parce que qui est-ce tout qui le monde paye s'écrase. les armures des orques c'est eux-mêmes. Bah ouais, bah oui, C'est bah vrai, mais faut ils les qu'ils se font, démerdent ils pour les font s'équiper. même. Non mais on est dans une armée de donc du coup il y a pas forcément beaucoup d'argent donc cet argument ne tient plus. Voilà, ça valait bien le coup de le mettre. Parce que c'est des orques qui s'équipent tout seuls donc ouais. En fait l'argent c'est On s'en fout, facultatif. voilà. On peut donc y avoir des geeks en Grèce. 3 minutes là-dessus. Il faut quand même un truc assez surprenant parce que sinon là avec tous les éléments que je vous donne vous allez avoir une sorte d'œuvre geek mais passe-partout. Ouais. Il faut que vous réussissiez à faire un truc surprenant donc dans ce genre là. Voilà. Donc ça dans le contexte ça n'a rien à voir. Mais ça reste voilà c'est un élément de surprise qui peut faire que la Juste, recette là, marche on bien. n'aura plus forcément l'élément de surprise, mais est-ce que vous pourriez juste le refaire? Non, j'ai réussi à garder mon calme jusqu'ici, merci. Il va vous falloir des alliés pour votre héros. Donc des amis, donc une communauté, des rebelles, une confrérie, je sais pas, ça peut être un templier, ça peut être, on s'en fout un petit peu. Est-ce que ça peut être des poireaux? Si vous voulez, si vous faites un film de geek avec des poireaux steampunk, parce que si on regarde Star Trek, les Borg, c'est un petit peu des légumes. C'est vrai, si on regarde les bien, épluche sur le haut, ça fait voilà, des brocolis. J'aurais dit Une des soupe. oignons. Ouais, enfin ça fait une bonne soupe quoi. Les Borg peuvent être considérés comme des légumes. Moi, je pense que Star Trek est affilié au velouté potage printanier. Et dernier point, il ne faut pas tout expliquer. Parce que une œuvre geek, quand on explique tout, ça devient de la merde. Exemple, le manuel Ikea. la saga Dune, par Herbert Peer, c'était génial. Par le fils qui commence à tout ouais je vous ai pas écouté du tout hein, je vous emmerde par le fils qui a essayé de tout expliquer c'est devenu foireux voilà d'accord donc il faut garder une part de mystère qui est indispensable donc voilà je pense que avec tout ça vous avez de quoi faire une bonne œuvre geek donc je sais pas si les invités sont d'accord. Moi je voulais devenir un héros mais j'avais pas d'amis donc j'ai pas pu ce qu'il fallait avoir des amis. Et moi je voulais faire acolyte mais vu qu'il avait pas d'amis et qu'il était pas super héros puis comme il est pas trop collant il pouvait pas faire acolyte. Moi j'aime pas trop les collants. D'accord. Parce qu'il faut absolument avoir des collants pour faire super-héros. Ah, absolument, oui. C'est bon, professeur Dari, on peut faire super-héros quand on veut, nous. Moi j'ai plus de collants, moi. Vous me les avez déchirés. Enfin. Oui. On en parlera plus tard. On file au sous-sol ? Tout à fait. Sous-sol. Salut, Sean Parker. Oh, il bouffe du code. Toi, t'as vraiment... Vous avez pas entendu frapper à la porte? Toi, t'entends rien, t'écris des lignes de code. Sérieux? On frappe à la porte. Wardo! Salut, mec. Remets-toi au boulot. Ouais, ok. Marc! Marc! Il bouffe du code. Ah bon? Il bouffe du code. C'est vrai. Ouais. Et maintenant, tu bouffes toujours du code? Étage sous-sol où les murs sont humides et où les guitares saturent, c'est pour vous, professeur Dari, encore alors, une fois. Les murs sont humides et très bien isolés. Faut dire ce qu'il y a. Là, sinon, n'empêche pas les voisins. Donc peut-être un morceau qui va vous plaire aujourd'hui. Hein, voilà. Donc on est dans le sous-sol où j'essaie de prouver au monde entier que le métal c'est pas que des connards qui crient dans un micro. Enfin pas que. Ah oui, ok. Pardon. Parce que des fois ils sont très gentils même s'ils crient fort quand même. Tout à fait. Donc un morceau qui s'appelle Geek Basher, je crois, du groupe Wurm. Sid Sadagne. Sid Chazagne, non? Non, ça c'est le mec qui a... l'honorable membre qui m'a partagé le son. Qu'il est gentil. Voilà, c'est très gentil. Donc on s'en va ça, un petit disque et puis on y retourne. Du métal. Parfait. Geek Basher dans l'ascenseur. Watching you. Take a lot of time to see my heart. Can't see the
La danse des canards sur Phoenix qui a bien changé, mais c'est une version, une lecture comme une autre. Voilà, c'est une avec son originalité comme une révision de. Voilà. On a un petit peu été choqué par les paroles. Oui, voilà. là, la phrase je à la peux pleurer, fin, là. ça m'a un petit peu choqué. Voilà. Ah. Je tenais à le dire. Ah. Oui, non, mais c'est pas désagréable. Mais c'est de l'anglais, personne ne comprend. De toute façon, Déjà. on est en France. Hein, Oui, donc, heureusement. C'est vrai. Alors 2 minutes de topo sur le groupe. Topo sur le groupe. C'est un groupe qui vient de l'Île-de-France, ça fait plus de 20 ans qu'ils tournent, ils mélangent le métal et l'électronique, et puis voilà, hein. Ils ont plus de 200 concerts à leur actif, ils ont changé de line-up en 2011, et à mon avis, ils vont refaire une tournée dans pas longtemps avec un nouvel album, qui sait. D'accord. Ça vous va? Une minute non, 30? c'était pas mal, bien, Ouais, bien nickel. bouclé, vous avez fait ça en 25 secondes, mais C'est c'était parti. très très bien aussi. On se trace à l'étage d'après? Discothèque? Ah, c'est vous qui gérez. Bon, discothèque, et je vous emmerde. Ah, c'est donc comme ça que tout se termine. Ah. Moi, tout seul avec un robot maniaco-dépressif sur une planète morte. Vous croyez avoir des problèmes? Que voulez-vous faire quand vous êtes un robot maniaco-dépressif? Et voilà, c'est un peu abrupt, mais je pense qu'on a saisi l'idée. Ouais, non, un peu abrupt, c'est un pléonasme même là. C'est un peu abrupt. Ouais. Un peu abrupt. Ouais, à moins que ce mot ne veuille pas dire ça. Pléonasme, mais il y a un petit truc de. Parce que un peu et abrupt, c'est pas. Bah, justement, c'est. Voilà. Oui, donc plutôt un oxymore. Ça vous surprend, hein. Ouais, comme toujours avec vous. Bon, on arrive donc à la discothèque. Le concept de la discothèque est de révéler au monde les musiques qui ont fait notre patrimoine français, ou même, oui, français essentiellement. On fait du francophone car on aime notre pays. Et les Français se sont intéressés à la culture geek, à quelque chose d'un peu souterrain, en essayant peut-être de se le réapproprier, de se le remettre en valeur. Alors, on parlait de Star Wars tout à l'heure un petit peu. Sachez que Star Wars n'a pas fait des émules qu'à la sortie de l'édition spéciale en 97, mais que bien avant cela, il y a eu des phénomènes qui ont contaminé un peu la pop culture française. Et avec le retour du Jedi sont arrivés les Ewoks, et avec les Ewoks sont arrivés Dorothée. Alors oui, ça peut surprendre. Dorothée a chanté, a scandé le bonheur d'être une espèce d'animal en peluche de 30 cm, à ne pas confondre avec vous, professeur Dari, qui avait le même dans votre pantalon. Mais le fait est que c'est une œuvre que je vous invite à commenter en direct et qu'on va commencer à écouter tout de suite. Pour que deux étrangers, pauvres naufragés, échappent au danger. Tous ils se sont levés, ils ont accepté sans même hésiter de tout risquer. Bon là c'est sûr qu'on dirait on croirait qu'elle parle de Jean Moulin pour l'instant. Est-ce que Dorothée a payé des droits d'auteur pour utiliser les Ewoks dans ses chansons? Ah bah c'est pas une question. Est-ce que quelqu'un a déjà payé pour utiliser les Ewoks? C'est une bonne question. Alors je pense que oui, je pense que ça doit être très encadré parce que George Lucas encadre drôlement ses créations. Et à mon même avis, Jar Jar. Oui, et à mon avis, on doit pas pouvoir utiliser les Ewoks comme ça, comme on veut. D'accord, donc même Jar Jar. Donc on peut pas buter Jar Jar sans payer. Ah, c'est dur. Nous on a payé tout le budget de l'année de l'émission. Voilà, on a voulu me parler de ça et on a dû faire un chèque à Lucas. Monstrueux, j'ai dû vendre ma voiture, tout ça, c'était terrible. C'est moche. Ils ont voulu me saisir, moi je suis resté, mais ils ont failli m'emmener. Plus dur peut-être que simplement Dorothée qui du coup merci d'avoir participé qui c'est pas son plus grand morceau à Dorothée, elle en a fait des mieux quand même, enfin des mieux. Oh, je suis pas d'accord, celui-là est très très bon. Des moins pires. Des moins pires peut-être, ouais. Celui-là est très bon mais bon, c'était on a un fan d'Ewoks aussi. Voilà, c'est pour ça. Il y a je sais pas si vous connaissez Patrick Hudlin. C'est possible, je ne sais pas. C'est un type qui écrit dans Rock and Folk, qui est plus connu pour être journaliste et qui, comme tous les journalistes musicaux, a un jour ou l'autre voulu se lancer lui aussi dans la musique. Jouissant de la notoriété de Rock and Folk pendant ses grands jours, il a voulu se lancer dans une sorte de musique un peu trash. Il s'est pris pour Serge Gainsbourg d'un peu trop près. Il a notamment écrit une musique qui s'appelle Mauvaise Étoile. Et je vous invite à vraiment vous pencher sur l'instrumental. Si vous êtes fan de jeux vidéo, vous allez peut-être reconnaître. Bon là les paroles sont pas forcément d'une vivacité spectaculaire. Non c'est vrai là. Jamais l'aube ne se lève. Donc là on doit deviner un jeu vidéo sur la musique là, c'est ça? Ouais c'est un peu chaud parce que faut attendre 3 minutes pour que le thème arrive, on va peut-être pas se les faire. La chanson là. Est-ce qu'on va attendre 3 minutes? Est-ce que tu peux pas nous faire une espèce de fondu enchaîné Je vais essayer, on va faire un truc à Hop, voilà, vous entendez les paroles, c'est beau.
Voilà, on était un peu. Donc, c'est Patrick Hewlett que vous ne connaissez probablement pas parce que sa carrière n'est jamais vraiment sortie de celle de ses 3 potes cocaïnés du Gibus à Paris. Et en fait, ça donne ça. J'ai pas dû prendre le meilleur extrait. Bon, on n'entend pas très bien, mais Patrick Hewlett si Marcus avait été là, il aurait trouvé. Moi, j'en suis persuadé. Peut-être que d'autres auraient trouvé. C'est en fait une musique qui commence comme ça. Si je mets celle-là qui est une remix de la version du jeu vidéo dont je vous parle tout à l'heure, phrase qui était grammaticalement correcte pour peu qu'on ait remis les mots dans le bon sens. Vous connaissez peut-être cette version-là mieux. Alors moi je connais, mais dire de quel jeu ça vient, je saurais pas. C'est Final Fantasy VI en Voilà. fait. C'est-à-dire que Patrick Hewlett, sans aucune vergogne, a pompé. Et alors justement, l'autre jour, je jouais à Final Fantasy VI et je me dis donc, incroyable, on dirait la chanson de Patrick Hewlett. C'est incroyable. Je me suis dit, c'est exactement la même chose, j'en revenais pas. C'est fou, hein. J'ai tout son disque. Oui, son 2010. Sa chanson surtout. Ouais. C'est sa chanson. Donc du coup voilà, il y a des types qui se prétendent être des empereurs du rock'n'roll, qui s'auto-proclament les grands chefs de ce genre musical qui n'est pas seulement réservé aux blousons en cuir pour peu qu'on ait une culture un peu plus large que celle des 3 sous-sols parisiens et qui pique sans aucun complexe des musiques de jeux vidéo qu'il se permet de dénigrer 3 chroniques plus tard dans un rock'n'folk. C'est assez intéressant comme démarche. Bon, après vous en avez peut-être rien à péter mais Si, très intéressé. Pardon, moi j'étais parti. Bah pareil, j'étais avec Clément. Moi je suis désolé. Non, effectivement. Mais la prochaine fois, je vous remettrai de la bonne chanson française des années 70. Comme ça, vous viendrez pas. Non, mais moi, voilà, c'est là où je me rends compte que je ne fais pas partie des geeks du jeu vidéo parce que j'ai jamais joué à Final Fantasy VI. J'ai commencé avec le 7 et je me suis arrêté comme au 8. Beaucoup de gens en France, parce qu'avant le 7, en fait, ils sont pas sortis en France. Voilà, donc c'est pour ça que on n'est pas. Puis bon, Final Fantasy c'est long. Cela dit, il y a des vrais fans de la BO, des BO de Final Fantasy. Il y a des gens qui. Il y a de très belles musiques dans Final Fantasy. D'autant plus que ça commence à arriver en France. Les albums de BO de Final Fantasy commencent à débarquer en France. Tant qu'on est à parler musique, je voulais, comme on parlait Meuporg tout à l'heure, je voulais faire un petit hommage aussi à William Lémergie. Je sais pas si tu as ça. Bien sûr. Mais parce que voilà, il parle de Meuporg, mais il a aussi lancé finalement à sa façon la culture geek, puisqu'il chantait la chanson de Pac-Man en France, et Pac-Man qui est quand même aussi une icône des jeux vidéo. Donc on va pouvoir. Ça mène à tout. Si on peut l'écouter, moi je danse dans le studio là. Là c'est Pac-Man. Ça y est, Rond comme un ballon et plus jaune qu'un citron, c'est du Pac-Man. Gentil petit bonhomme poursuivi par les fantômes, c'est du Pac-Man. Il court, il roule, il est malin. Incroyable. Grand moment de musique française. Qui n'a peur de rien. Heureusement que c'est pas la musique du jeu parce qu'il y en a plus un qui se tire une balle pendant la partie. En quelques secondes, il peut faire le tour du monde, c'est du Pac-Man. Je pense que c'est assez impressionnant parce que techniquement ça fait bien partie de ces vieux jeux qui n'avaient pas vraiment de scénario. Oui, c'est vrai. Encore faire un dessin animé sur Alex Kidd par exemple, ça peut être plausible, mais sur Pac-Man, c'est vrai. Pourquoi c'est un petit peu restreint. Sur Super Mario ça peut passer aussi parce qu'il y a un film sur Tetris quoi, c'est pareil. Ouais, voilà, c'est détrompe-toi, je suis sûr que ça marcherait. Ça cartonnerait, bah oui. Tetris ça casserait des briques même, j'ai envie de dire. Oui. Qu'est-ce que c'est drôle. Bah en même temps il y a bien eu un film sur un Rubik's Cube géant. C'est vrai. Sur Tetris c'est pas forcément non mais non, c'est vrai. Donc ok, c'est bon, est-ce qu'on a fait le tour un peu de je sais pas. Alors va-t-on un jour faire le tour du sujet musical geek Non, c'est vrai, bah oui, c'est. On peut passer toutes les OST de jeux vidéo, on peut se taper 2 heures de Silent Hill, si vous voulez. Oui, tout à fait. J'ai un peu peur, moi. Ouais, c'est vrai qu'après, on va plus oser sortir du studio, ça va être. On peut se tracer sinon, on est à 2 minutes de la fin, dans 3 minutes et 23 heures. On peut retourner vers le rez-de-chaussée tranquillement. Tout à fait. Go alors. Compute 1. As-tu une réponse à vous donner? Oui, mais elle ne vous plaira pas. Ça n'a aucune importance, mais on doit la connaître. Très bien. La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est... « 42. » Ah oui? 42 hein? Oui, après mûre réflexion, c'est bien ça, 42. Retour au rez-de-chaussée donc, pour un ascenseur spécial culture geek. Merci à tous d'avoir participé. Professeur Dari, vous ne pipez mot? Non, parce que c'est pas dans mes habitudes. Ouais, non, je ne supporte pas les barman des Simpsons. Voilà.
Donc j'ai pas raison d'avoir de rapport particulier avec cette personne. Je ne connais pas cette personne. Voilà. Merci à vous deux d'arrêter tout le monde qui va tirer qu'on peut retrouver sur la page Facebook. Professeur Tariq, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Alors nous avons appris que Pac-Man, même s'il est rond, il peut manger des trucs carrés. Ah bon? Enfin je crois. Hein, je sais pas, c'est vrai. Oui, les Pac-Gums sont carrés. Ouais. Voilà, les Pac-Gums sont carrés. Voilà. D'accord. Nous avons appris que 3. Je dis ça totalement au hasard. Oui, non, mais ça passe. Ça passe. Statistiquement, il y a une chance que ce soit correct. Nous avons appris qu'avec un trombone, 3 bouts de ficelle et un demi-briquet, on pouvait construire un sabre laser et une étoile de la mort. Et on a appris qu'il fallait 17 punaises pour agrafer au mur, enfin pour fixer au mur Batman avec sa cape. 17 ? Ouais, 17. Ouais. Ah, quand même. Ouais, c'est parce que son armure est très légère. Mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir le budget pour avoir 17 punaises. C'est ça, c'est le problème. Ouais. C'est ça, bon, c'est le problème. Ouais. Merci à tous du coup d'avoir suivi l'ascenseur. Donc tout, mon geek va tirer tous les dimanches si je me trompe pas. On essaie quand on peut tenir le rythme, voilà. Donc sur la page Facebook, la chaîne YouTube et partout en France avec le cirque. Voilà, partout en France dans un rayon de 10 km. Voilà, c'est ça. Autour de chez nous, partout en France. Voilà. Donc sur des sujets, une petite exclue. Une petite exclue, tu veux une petite exclue? Alors la prochaine, ça sera sur une série télé. On ratisse large, on passe de Star Wars à une série télé. Parker Lewis ne perd jamais. Voilà. Très bien. Prochaine, ça sera ça. Donc très très bien. Quelle exclusivité mondiale, j'ai envie de dire. Oui, exclusivité mondiale. Il y a des gens qui se sont évanouis chez eux. Voilà, je suis sûr. Ah mais ça, personne n'en doute. Est-ce que vous avez une date sur la présentation du costume d'Amiral Akbar? Non, on n'en a pas encore. Moi j'ai réfléchi à quelque chose, mais je ne le dirai pas. On se donne rendez-vous à la Japan Expo cet été au mois de juillet à Paris. Voilà, pour ceux qui veulent. Et bah le rendez-vous est pris. Donc mais du coup personne va venir si tu dis ça là. Ah oui, c'est ça. Maintenant les gens sont trop. Enfin, il y a beaucoup de monde, on n'est pas obligé de vous croiser forcément. Oui. Donc voilà. Vous avez peut-être la chance de ne pas nous croiser. Ne craignez rien, il y a pas de problème. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Là, on se rapproche de 23h. Il est 23h. Il est 23h. Oula, on dépasse. Ouais, bravo, joyeux 23h. Bravo. Donc merci à tous d'être restés avec nous jusqu'à la fin de cette émission. Demain c'est dans une heure et quelques, ça craint parce que c'est lundi. On se retrouve dimanche prochain. Ouais, tout à fait. Si vous voulez laisser un mot entre les portes, c'est toujours faisable. On est présent sur l'ascenseur.org, sur le site de Radio Phoenix. Absolument. Et puis au loco de Radio Phoenix. Si vous voulez taper le docteur Aquette, il est là plus souvent que moi. Donc profitez-en. Et puis bonne semaine et puis ciao. À demain, ciao.